sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri. Aujourd'hui, je suis tout seul derrière le micro, mais en face de moi, au bout de la table virtuelle, il y a Nicolas André. Salut Nicolas. Salut, tu vas bien? Bien et toi? Super, merci. Je suis toujours impressionné de. Je savais que tu faisais à chaque fois l'introduction en live, mais c'est impressionnant de te voir là. À chaque fois la même chose, c'est pas mal. Bon, écoute, j'essaye de temps en temps de me renouveler. Alors, j'en profite, Nicolas André, Nicolas, le prénom, André, le nom de famille. Voilà, comme ça, si les gens te cherchent après, de toute façon, tu le sais parce que tu m'as avoué que tu étais un fidèle auditeur du podcast. À la fin du podcast, je te redemande quels sont les liens pour te suivre, pour t'encourager. On remettra aussi ça dans les notes de l'épisode. Mais donc, c'est bien Nicolas, le prénom. Et c'est pour ça que je t'ai interpellé par ton prénom. Eh bien, je te propose, comme première question, qui est la même pour tout le monde en général, de tout nous dire sur toi. Qui est Nicolas André? Alors, bonjour d'abord et merci de me recevoir. C'est sympa. Et qui suis-je? Ça dépend vers où on va. Mais je suis d'abord un jeune papa. Voilà, Félicitations. ça fait presque bientôt 2 ans et je me définirais d'abord maintenant, à l'heure actuelle, comme un jeune papa. Et puis professeur d'éducation physique, voilà, moniteur de sport depuis très longtemps. On aura peut-être le temps d'y revenir par la suite. Et aussi passionné de sport en tout genre et surtout de basketball. Donc je suis coach, j'ai été joueur et actuellement en devenir triathlète, peut-être, comme on m'a dit. Donc voilà. J'ai commencé le sport très tôt, à 4 ans. C'est mes grands-parents qui m'y ont amené. Au basket, je pense que j'étais un peu hyperactif et qu'il fallait que je me dépense. Et donc, on m'a mis dans une salle de basket et j'y suis resté et j'y suis toujours d'ailleurs. Donc voilà, Cool. pour faire court. Bon, on va pouvoir revenir sur un petit peu tout ça. Je sens comme une pointe d'accent qui m'est familière après avoir passé 16 ans au Luxembourg. Et on en profite, on revient un peu aux sources de ce podcast parce que je ne sais pas si tu as entendu les anciens épisodes, mais on a monté ce podcast avec Olivier De Scutter, l'un de tes compatriotes, un Belge. Donc toi, tu es belge, tu viens de Huy, Oui, c'est entre ça. Oui, Liège et Namur, c'est ça? c'est ça, mais je viens de Liège de base. Voilà. Donc l'accent, j'essaye de faire attention, mais parfois il ressort. C'est naturel. Écoute, on est dans un podcast international et donc tant mieux, tant mieux. Ne te retiens pas, laisse-le sortir. Oh, je me laisse aller, il n'y a pas de souci. Dans les Belges, d'ailleurs, on avait eu la chance dans les premiers épisodes, et il a d'ailleurs préfacé notre livre, de recevoir Frédéric Van Lierde, qui lui est pour le coup pas wallon, mais plutôt flamand, Oui. et qui est un type génial. On a eu la chance de le rencontrer, et franchement, je vous invite toutes et tous à suivre un petit peu son histoire, réécouter les épisodes du podcast Devenir triathlète, évidemment, où on l'a reçu, mais surtout le suivre et aller à sa rencontre, et notamment sur le triathlon qu'il organise à Menen en novembre, je crois. Et ça va être Oui. un futur très, très beau triathlon Ah dans non, le paysage. on n'a pas vraiment le même accent, hein. Non, C'est non, un non, peu pas vraiment. différent. Ouais. Oui, Mais oui. ça reste un Belge tout de même. Bien sûr, on reste un pays soudé. Euh, Écoute, c'est un petit peu le hasard aussi. On a décalé un petit peu nos enregistrements. Et aujourd'hui, au moment où on enregistre, je diffuse l'épisode avec Valtress Triathlon, qui est un de tes confrères, mais pour le coup français, prof de sport, prof d'éducation physique et sportive. Et c'est vrai on a pas mal rigolé, digressé aussi sur le rôle du sport dans l'éducation des enfants, des jeunes, dans le rôle du sport aussi dans ce qui est chez nous l'éducation nationale. Comment est-ce qu'il est perçu, comment est-ce qu'il est vu aussi bien par les parents que par les collègues. C'est peut-être un sujet qu'on pourra aborder pour voir la différence avec le sport en Belgique. Ah oui, on peut, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, oui. Pas toujours très positives, je vais pas te le cacher. Mais voilà, oui, pour moi, dans l'enseignement, en tout cas en Belgique, le sport n'est pas mis en avant, clairement. Et je pense que c'est même plus que dans l'enseignement, c'est dans la mentalité, dans la culture peut-être belge. On a des bons sportifs, je pense, dans beaucoup de disciplines, mais il n'y a pas assez de moyens, clairement, que ce soit dans l'enseignement ou autre. Dans le basket, parce que j'y suis. Dans le triathlon, j'avoue que j'y arrive, donc je ne sais pas comment ça se passe encore réellement dans les dessous, mais je n'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment mis en avant. Il y a des bons triathlètes, il y a des bons sportifs. Je reste seulement les stars sont obligés même de partir parfois à l'étranger pour s'entraîner. Je pense
aux frères Borlée, par exemple. Les structures ne sont pas mises en place pour le sport de haut niveau en Belgique, je ne pense pas. Est-ce qu'il y a une différence alors on va préciser, mais entre la Wallonie et la Flandre? Donc la Wallonie, c'est la partie francophone de la Belgique, la C'est Flandre, ça. c'est la partie néerlandophone. Est-ce qu'il y a une différence d'état d'esprit, de perception du sport, d'enseignement du sport, d'intégration du sport de manière générale dans l'éducation, dans l'enseignement des plus jeunes? Alors, au niveau de l'enseignement proprement dit, je ne sais pas, parce qu'on a tout est divisé, donc on fait partie du même pays, mais c'est coupé en deux. Donc l'enseignement est également coupé en deux. Donc on n'a pas les mêmes règles, on n'a pas. Donc je ne sais pas quelles sont les obligations. Je mets des gros guillemets parce que bon, ça reste du sport et l'objectif c'est qu'ils bougent et qu'ils soient en pleine santé, les enfants. Donc je ne connais pas les obligations du côté flamand. Mais par contre, au niveau de l'approche, moi qui ai eu l'occasion d'aller en Flandre avec mes équipes, notamment de basket, je pense qu'il y a plus les infrastructures et il y a plus de moyens, oui, que chez nous, en Wallonie. Voilà, c'est un peu ce qui se dit partout, en tout cas dans le monde du basketball. Voilà, pour les autres sports, je ne sais pas. Je pense qu'au football aussi, pour l'instant, on voit quand même que les clubs wallons sont un peu en difficulté, les grands clubs, comme le Standard de Liège, que tu connais peut-être. Voilà, ça n'a pas l'air de tourner vraiment comme ça devrait d'un point de vue sportif. Mais c'est vrai que même en termes de tête de proue, en termes de sportifs élites, en tout cas côté belge, ce sont souvent des Flamands plus que des Wallons. Actuellement, oui. Bon. Après, je pense que dans des sportifs qui ont vraiment performé, on peut penser à Justine Henin, par exemple, qui elle En était basket, wallonne. en tennis. Voilà. Au basketball, on a quand même une top meneuse de jeu, Julie Allemand. Je ne sais pas si tu connais, qui joue aux États-Unis, qui joue dans l'équipe nationale. Donc il y en a, mais c'est vrai que c'est rare, quoi. Ouais, ouais. Comment ça se passe d'ailleurs, si tu connais, si tu y as touché un peu les équipes nationales? Parce que tu l'as dit, la Belgique finalement, c'est le même pays, mais séparé entre 2 États quasiment. Comment ça se passe quand il y a des rencontres, de l'équipe nationale, quel que soit le sport? Est-ce qu'on mélange les Flamands et les Wallons? Est-ce qu'il y a une équipe nationale flamande et une équipe nationale wallonne? Aux JO de Paris d'ailleurs, qui vont bientôt arriver par exemple, comment ça se passe à ton avis? Non, oui, le pays est scindé en deux, mais on a quand même une seule équipe nationale, heureusement. Pas de Que, gouvernement, ah non, non, je t'embête, je t'embête. oui. Donc oui, c'est une équipe qui est composée de francophones et de néerlandophones, mais peut-être également de germanophones, puisqu'on a une partie germanique qui est aussi là en Belgique. C'est petit, mais il y a une partie germanique également. Donc oui, elles sont toutes mélangées, toutes ou tous mélangés. Et c'est une sélection qui se fait sur plusieurs mois, sur plusieurs années, exactement de la même façon qu'en France, quoi. C'est Ouais. pareil. Écoute, merci pour ces précisions De rien. sur le plat pays. Euh, Écoute, revenons à toi. Nicolas, tu as dit, tu as commencé le basket jeune, à 4-5 ans. C'est ça. Tu as fait quoi dans le basket? Est-ce que tu étais amateur, amateur au sens noble? Tu as touché le haut niveau? C'était quoi? Enfin, c'était qui Nicolas André dans le basket? Alors, amateur, clairement. Donc, j'ai joué de l'âge de 4 ans jusqu'à mes 28 ans. Avec amateur, mais dans ma tête, quand même, je faisais des choses professionnellement, on va dire. Donc, voilà, je me suis toujours entraîné correctement. Je suis passé par un sport et études basket, où j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup d'un coach qui est très connu ici en Wallonie, qui s'appelle Yvan Fassotte. Voilà, je lui fais un petit coucou d'ailleurs. Et ça m'a permis d'apprendre comment fonctionne le haut niveau sans en faire partie. Et d'un autre côté, ça m'a permis également de suivre tous les cours d'entraîneur en parallèle. Donc, j'ai débarqué en sport-études à l'âge de 16 ans et j'ai terminé mes secondaires. Chez vous, c'est pas les secondaires, mais jusque la fac, je pense. C'est la fac, Ouais, si, c'est les études secondaires, et puis c'est après, il y a ça. l'université, mais oui, donc Voilà, toute la partie collège, lycée, on va dire. c'est ça. Donc, j'ai Ça se termine terminé. par le gymnase chez vous, ce qu'on appelle chez nous la terminale. C'est ça, oui. Donc, j'ai terminé mes 2 dernières années en sport-études basket. Donc, je faisais du basket tous les jours. On avait un groupe d'amis de 15 basketteurs, on était tout le temps ensemble. Et voilà. Et donc, ça m'a permis vraiment de vivre ça de l'intérieur et en même temps de me former d'un point de vue coaching spécifique basket à la base. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment ce qui a le déclencheur, je veux dire, de ma carrière professionnelle
où là, je me suis rendu compte que je voulais absolument travailler dans le sport, peu importe dans quoi. Je savais que je n'allais pas devenir sportif professionnel, mais voilà, mon objectif était de travailler dans le sport et je pense que j'y suis arrivé. Donc ça, c'est une bonne chose. Tiens, on parle de basket et on parle de Belgique. Sébastien Belin, j'imagine que ça te parle. Oui, bien sûr. Bien sûr, le On l'avait pauvre reçu épisode 359. qui a Dure, vécu. mais belle Oui, oui. histoire. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de le rencontrer, d'échanger avec lui? Non, malheureusement, je n'ai jamais eu. Peut-être que je le croiserai un jour sur un circuit triathlon, je ne sais pas. Mais non, je n'ai jamais eu l'occasion. Lui, par contre, voilà, était un vrai professionnel. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Il nous racontait justement comment il avait vadrouillé dans les différents pays et puis que finalement le sport de haut niveau, qu'on parle du basket, du triathlon ou autre, l'avait sauvé, notamment au moment Oui, de ce comment catastrophe. dire, de cette catastrophe, de ce cataclysme, enfin voilà, de l'attentat c'était Zaventem, Oui, c'est de ça. ouais, c'est ça, ouais, C'est de ça, ça, oui. l'aéroport en Belgique. C'est ça, oui, Exactement. oui. Ok, donc basket, vie pro tournée autour du sport. C'est Comment ça se ça. passe, les études liées au sport en Belgique? Parce que c'est vrai que l'auditorat est plutôt français sur le podcast, mais revenons aux sources avec la Belgique et raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Bah, là, c'est une nouvelle école qui avait. C'est pas une nouvelle école, c'est une ancienne école qui a ouvert une option particulière qui était vraiment centrée sur le basketball, avec l'objectif de rassembler des jeunes qui avaient envie de se former et d'être à fond dans le sport, quoi. Donc voilà. Alors, on va pas se cacher, c'est souvent des personnes qui ne trouvaient pas leur compte dans l'enseignement classique. J'étais jusque-là en sciences maths, maths 8, sciences 6, voilà, très cartésien et voilà. Et il s'avère qu'à un moment, ben voilà, je trouvais plus mon compte et j'avais envie d'aller voir ailleurs et surtout de faire du sport. En fait, c'était vraiment ça. Et si ce n'était pas faire du sport, c'était étudier le sport. Donc voilà pourquoi on se retrouvait souvent là. Et l'école existe toujours à l'heure actuelle. Ils sont d'ailleurs pour l'instant à Macao. L'équipe est à Macao pour un tournoi international. Donc ça a bien évolué depuis. Et, euh, et voilà comment ça se passe. Et on vit ensemble, en fait. Donc, il y a des personnes qui sont à l'internat. Moi, je n'y étais pas parce que l'école était proche de chez moi. Donc, je savais faire les allers-retours comme une école classique. Mais le sport est intégré dans les cours. Donc, tous les jours, on a 2 ou 3 heures de sport. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je milite pour que ce soit comme ça tout le temps, de l'entrée à la maternelle, donc la première année d'école pour les plus jeunes à 3-4 ans, jusqu'à la fin, quoi. Je veux dire, t'es pas obligé de faire une fac de sport pour pratiquer le sport, parce que le sport a d'autres vertus que uniquement pratiquer Oui, une oui, activité sportive. On peut peut-être justement enclencher là-dessus. bien sûr. Toi, pourquoi tu voulais travailler dans le sport? Est-ce que c'était uniquement l'activité physique en elle-même ou c'était tous les à côté, qu'ils soient positifs ou négatifs, qu'il pourrait y avoir? Oui, il y a eu enfin, je veux dire, dans le sport, quand même très peu d'aspects négatifs, en tout cas jeune. Après, quand on monte un peu dans la performance, etc., il y a de la pression qui arrive et des choses comme ça. Ça m'est arrivé un peu dans le coaching, on pourra peut-être en parler plus tard, mais du moment où on fait du sport pour prendre du plaisir, s'amuser, on est avec des amis. Donc le côté social, pour moi, est très, très important. Et je le ressens avec mes élèves, notamment. Je suis enseignant en primaire. Il y a une différence de sociabilité avec les élèves qui font du sport à l'extérieur de l'école et ceux qui n'en font pas. Ça se ressent. Comme dans tout le reste, dans la façon de s'immiscer dans la vie de tous les jours, je pense que c'est une énorme porte ouverte pour pouvoir découvrir le monde, le sport. Voilà. On peut aller sur une piste d'athlétisme ou sur un terrain de foot. S'il y a quelqu'un qui est tout seul, on va aller le trouver, on va s'entraîner ensemble, quoi. Dans la vie de tous les jours, parfois on est un peu face à face. Et dans le sport, c'est bien d'être ensemble. Voilà, plutôt que de se taper dessus, C'est faites du ça. sport plutôt que de faire la guerre. Normalement, c'est faites l'amour plus que faire la guerre. Oui, oui, Faites du sport, hein. Et surtout c'est que ça. ce serait ironique parce qu'à la base, le sport, c'était quand même un moyen de former les soldats. Oui, oui. Mais bon, ça reste toujours un bon moyen de former, hein, de Oui, former les soldats et les armées. c'est sûr. Le CrossFit, Euh, le CrossFit est venu de là d'ailleurs. ouais, ouais. Enfin, le cross-training. Soyons Oui, fous. cross-training. Ne donnons pas Non, de non, nom de pas. marque. Désolé. Enfin, on peut en donner, hein, je m'en fiche, hein, mais voilà, C'est c'était pour juste. rappeler que CrossFit est une marque Oui, oui. et pas tellement une méthode ou un sport en lui-même. Euh,
tu dis que toi, t'entraînes en primaire. On parlait un peu des vertus du sport. On dit que souvent, le sport a des vertus notamment pour apprendre la vie, apprendre la résilience, apprendre l'échec, parce que je le dis systématiquement de plus en plus dans tous les podcasts, mais c'est vrai que aucun sportif au monde, même les meilleurs dans leur domaine, ont tout gagné. Ils ont tous perdu. Ils ont toutes et Exactement. tous perdu à un moment. Et donc, c'est vrai que ça t'apprend les vertus enfin, ça t'apprend aussi à perdre, ça t'apprend les vertus de l'échec, parce qu'il y en a des vertus à l'échec. Est-ce que toi, les jeunes que tu encadres, auxquels tu enseignes plutôt en primaire, tu disais qu'on voyait la différence entre ceux qui faisaient du sport à l'extérieur de l'école et ceux qui n'en faisaient pas. Est-ce que dans ceux qui en font à l'extérieur, tu sens aussi que, même au plus jeune âge, il y a déjà une formation, il y a déjà une orientation vers cette résilience, vers le fait de pas lâcher, que ce soit dans les cours de sport ou ailleurs. J'imagine que quand vous faites des rencontres entre profs, quand vous faites les conseils de classe, quand vous revoyez un petit peu à la fin des trimestres, des semestres, à la fin de l'année, quand vous passez en revue chacun des élèves, il y a quand même des choses qui doivent ressortir, non? Oui, oui, mais on y est pour l'instant. En plus, on est en fin d'année. Et c'est le En plus, CEB. Chez nous, c'est le CEB. Donc, le CEB, c'est Certificat d'études de base. C'est un examen qui permet de passer en secondaire. Donc, sans ce c'est diplôme, l'équivalent du brevet des collèges en France. voilà, c'est ça. Donc, sans ce diplôme-là, ben, on ne peut pas accéder en secondaire. Et c'est le premier diplôme que l'élève reçoit et qui lui permet de rentrer dans la vie, voilà, dans sa future vie. Mhm. Donc, c'est toujours une étape pour ces enfants-là. Et je fais un parallèle tout de suite avec ça parce que les sportifs qui ont l'habitude d'être face à peut-être de la compétition, de l'adversité dans le sport, ils, quand ils arrivent le jour du CEB, ils sont peut-être plus détendus parce qu'ils connaissent cette source de stress qui n'est pas la Mhm. même, mais ils savent à quoi s'attendre et ils savent ils vont rentrer un peu dans une petite compétition quoi, d'une semaine. Et leur objectif, bah, c'est de réussir la compétition de la semaine. Et on sait que tout ne va pas tout rouler, on va pas tout réussir, on va pas tout gagner. Et oui, ça se ressent beaucoup. Nous, la ville où j'enseigne, il y a beaucoup de football parce qu'on est proche du Standard de Liège. C'est quand même le sport populaire comme en France et beaucoup près de chez nous avec Standard. Il y a le Port Serein qui est une belle équipe. Donc on a beaucoup de petits footballeurs et voilà, ils sont très vite dans la compétition. Mais ça, voilà, il faut apprendre à perdre, comme tu dis. Maintenant, je pense que ça vient aussi avec le temps. Les plus jeunes, c'est plus compliqué, quoi. Quand on Ouais, arrive vers 10, 12 ans, ben là, on peut vraiment apprendre cette notion de gagner, perdre et surtout leur dire que c'est bon de perdre aussi. D'être un bon gagnant, c'est très bien, mais aussi être un bon perdant, ça peut servir dans la vie. Et ça permet aussi de rebondir pour retravailler plus dur derrière. Et bien sûr. ça, c'est une valeur qu'on essaye de leur inculquer, nous, au cours d'éducation physique, quoi. Tiens, d'ailleurs, on parle de foot. Bon, j'aime souvent à dire que j'aime pas le foot. Ce que j'aime pas, c'est un petit peu l'état d'esprit de certains footballeurs ou cet état d'esprit un peu néfaste parfois, ou même des choses qui leur sont enseignées. Je le vois, hein, mon fils qui a 14 ans est footballeur aussi. Et tu vas voir les matchs et tu les vois, les mecs, ils tombent, ils sautent, ils font croire que l'autre t'a poussé. Enfin voilà, ça me fait penser au match Italie. Italie-Croatie d'hier. Et pourtant, j'ai beau être franco-italien, je regardais les Italiens jouer et je me disais, non, mais c'est pas possible, c'est pas une piscine, quoi. C'est un terrain de foot. Bon, bref, soit. Mais ça me permet de faire le parallèle aussi entre le sport individuel et le sport collectif. On Oui. parle de basket, on parle de foot. Est-ce que tu notes aussi d'autres choses, d'autres avantages, d'autres points forts de pratiquer un sport collectif? Est-ce que ça joue dans l'intégration? Est-ce que ça joue dans la compréhension? Est-ce que ça joue dans l'échange, dans la sociabilisation dont tu as parlé tout à l'heure? Et peut-être aussi, justement, dans cette approche des examens, est-ce que ça permet aussi d'avoir une échappatoire ou de savoir mieux arriver, préparer et de se dire, bon, bah, voilà. Et comme tu l'as dit, c'est un examen comme un autre. Esprit de compétition, gagner, perdre, rebondir, etc. Mais est-ce que tu notes des différences entre du sport co et du sport individuel? Et toi, en étant prof de sport, en plus, Oui, tu dois le voir dans tes cours que tu donnes. oui, surtout d'un point de vue social, je dirais, où comme on ne sait pas faire du foot tout seul, c'est compliqué. On ne sait pas jouer au basket tout seul, si ça peut fonctionner pour du spécifique, mais sur le long terme, ça ne fonctionnera pas. Et donc, d'un point de vue vraiment social et le fait d'accepter tout le monde, je pense que c'est vraiment des bonnes valeurs de faire du sport d'équipe. Mais à côté de ça, je pense que le sport individuel peut être très bien aussi d'un point de vue abnégation, où à un moment on est seul face à soi-même, pardon, et si c'est moi qui me plante, je me plante tout seul, quoi. Ouais. C'est pas mon voisin qui m'a fait une mauvaise passe ou que sais-je. Je suis seul face à moi-même et je dois faire face à l'adversité moi-même. Donc voilà, je trouve que
pour moi, les enfants devraient faire les deux. Voilà, Ouais. alors, peu importe comment, il faudrait plus d'heures de sport déjà à l'école et plutôt faire vraiment du sport et pas juste de l'animation sportive parce que avec le niveau des enfants qui baisse quand même de plus en plus, on en est plus là pour l'instant. Alors que je pense que ce serait bon d'éduquer les enfants vraiment au sport et à la bonne pratique sportive et leur donner goût à un sport pour qu'ils puissent aller s'inscrire demain dans un club d'athlétisme, un club de foot, un club de basket, peu importe. Voilà. Tiens, d'ailleurs, tu parles de donner le goût, les valeurs. Euh, on avait parlé avec Val 13, dont je parlais tout à l'heure, épisode diffusé le mardi 25 juin. Donc aujourd'hui, quand on enregistre, mais quand Oui. ce sera diffusé, ce sera un peu plus tard. Mais c'est l'occasion aussi que nos auditeurs retournent écouter cet épisode s'ils n'ont pas écouté. On parlait justement de la difficulté d'encadrer des jeunes dans le cadre de l'éducation physique et sportive qui est enseignée au collège, au lycée, parce que ce sont des sessions relativement courtes de quelques semaines. On n'a pas forcément le temps. C'est même pas rentrer en profondeur dans un sport, c'est même ne serait-ce que initier. Tu peux pas, et puis quand tu as une classe de 20, 30 gamins, éventuellement faire un foot, tu divises en deux équipes, tu fais deux équipes de 15, enfin, moins ceux qui sont absents, moins les filles qui veulent pas jouer, moins les mecs qui se sentent pas, etc. Ok, bon, tu arrives à faire deux équipes de 11. Mais en dehors de ça, rentrer plus dans le détail d'un sport, c'est difficile, non? Oui, c'est compliqué, surtout que bon, nous, on travaille par période de 50 minutes. Donc 50 minutes, Mhm. c'est très court. Le temps de se 50 déshabiller. minutes, y compris le temps des vestiaires ou hors temps des Oui, oui, vestiaires? non, y compris le temps des vestiaires. Et donc voilà, le temps de se déshabiller, de prendre les présences, de lancer l'activité, c'est terminé. Alors ce qui est chouette, c'est qu'on a pu regrouper nos heures. Donc on a 2 fois 50 minutes qui se suivent. Mais par contre, on n'a qu'une session par semaine avec chaque classe. Donc chaque enfant Ouais. n'a que cette période-là. Donc nous, ce qu'on fait, on travaille de cette façon-là, et je pense que c'est un peu global ici, en Wallonie en tout cas, c'est qu'on travaille par cycle donc, et par projet. Donc c'est-à-dire que nous, au départ, on travaille pour les 3 premiers mois pour courir pour ma forme. Je ne sais pas si ça existe en France. Donc ce sont des courses qui se font avec toutes les écoles de Wallonie. Et donc nous, notre objectif sur les 3 premiers mois, c'est de préparer tous les enfants à pouvoir courir leur petit cross qui se déroule en octobre. Mhm. Voilà, donc là, à ce moment-là, pendant 3 mois, je veux dire, on ne fait que ça. Donc là, on a un peu le temps de parler de technique, de parler, d'être un peu plus spécifique. Et Et puis comment alors ça, après, octobre, 3 mois, enfin, les jeunes, ils rentrent en septembre, comme chez oui, nous. oui, oui, c'est plutôt 2 mois et demi, parce que maintenant on redémarre une semaine avant, donc on Ok, redémarre la dernière semaine d'août, ok, et c'est fin octobre. Donc on est sur 2 mois et demi de préparation ouais. sur le premier cycle, je vais dire. Et Mhm. puis alors après, on passe sur un deuxième cycle qui est plutôt gymnastique, sportive. Voilà. Et puis alors après, c'est un peu l'appréciation de chaque professeur. Mais nous, dans mon école et dans ma commune, on travaille de cette façon-là, par cycle, pour essayer quand même de rentrer un petit peu en profondeur dans le sport et pas juste faire une semaine basket, une semaine foot. Ça, je pense que ça se fait plutôt en secondaire, alors, et c'est plutôt Ouais. des sports qui changent comme ça. Nous, vraiment, notre objectif, c'est quand même de les former un minimum, leur donner goût au sport, et puis essayer qu'ils aient une bonne santé. Voilà, c'est vraiment Ouais. l'objectif, quoi. Oui, oui, on n'est pas sur leur faire pratiquer du sport, on est plus sur les faire Ouais. bouger et leur permettre d'être plus ou moins en bonne santé, parce qu'on va pas se leurrer, hein. 2 heures de sport par semaine, enfin 1h40 Oui, de sport par semaine, 1h30 si on compte le temps dans les vestiaires, le temps d'aller boire un verre, machin, pardon, c'est d'aller ça. prendre la gourde. Au collège, ils boivent pas encore un verre. Non, Et puis très certainement que les gamins, ils sont déposés par le bus ou par la voiture, ils repartent en exact. trottinette, en voiture ou en bus. Donc finalement, oui, nos gamins ne bougent plus, en tout cas pas comme c'était à mon époque, moi qui ai presque 45 ans. Et ça va effectivement pas de mieux en mieux. Tu disais tout à l'heure justement que le niveau baisse, le niveau sportif, le niveau de pratique d'activité physique, le niveau de, Oui, je ouais, pense que capacité à se mouvoir de manière générale? je dirais plutôt que la sédentarité augmente, on va dire Mhm. ça. Et pour revenir sur ce qu'on a dit, il y a un gros problème de nutrition, je pense aussi. Voilà, et ça, c'est l'éducation, que ce soit à la maison, mais aussi l'éducation à l'école. Il y a des enfants qui mangent des chips, par exemple, hein. Ils sortent du cours d'éducation physique, ils prennent un chips et un coca. Bon, voilà. Donc, du coup, ce qu'on vient de faire pendant 2 heures, on a perdu tout le bénéfice, ou presque, de ce Ouais. qu'on vient d'inculquer, le fait de boire de l'eau et de faire l'activité sportive. Mais oui, je travaille depuis 2009 dans l'enseignement. Alors, est-ce que c'est parce que je deviens vieux et que je deviens un vieux chiant, mais j'ai vraiment l'impression que le niveau, en effet, diminue chaque Mhm. année.
et que surtout, là, il y a une fracture, enfin, pour l'instant, je pense que on le remarque, il y a une fracture sociale, mais il y a une fracture sportive qui se met en place et ça en fait partie. Et on voit vraiment deux types de populations avec des enfants qui sont surexposés, surmotivés, qui font un, deux sports, qui font du théâtre, qui font en plus, qui vont voir le logopède et qui apprennent l'anglais le samedi, et Et d'autres plus qui la sont musique, etc. voilà, c'est ça, et qui n'en peuvent plus, qui sont au bord du burn-out, et d'autres qui jouent, pour être un peu caricatural, qui jouent à la PlayStation toute la journée, ou qui sont livrés à eux-mêmes devant les écrans. Voilà, ça Ouais. c'est, il y a vraiment deux, deux populations différentes. C'est Ouais. vraiment comme ça qu'on ressent les choses. Oui. Ce qui Il est, y a à plus mon l'élève avis, moyen. Ce qui est, à mon avis, extrêmement grave, parce que quand même vous, les profs de sport qui rencontrez des gamins 1h30, 1h45 par semaine, vous vous rendez compte de ça, je veux dire, qu'est-ce que doivent penser les autres profs? Attention, je dénigre absolument pas l'activité, enfin l'éducation physique et sportive, mais des profs de français, d'histoire, de sciences, de maths, qui les voient beaucoup plus souvent dans la semaine, quel constat ils doivent faire, ceux qui sont dans l'enseignement depuis 10-15 ans. Mais bon, c'est un autre sujet. Oui, mais je pense que la fracture est la même. Voilà, Ouais, c'est la même chose dans tout, voilà, partout. Il y a des enfants qui sont tirés vers le haut, et puis il y a ceux peut-être qui attendent que ça se passe, quoi. On va dire ouais, ça comme ça. Alors, parfois, il y en a qui prennent conscience par eux-mêmes ou qui se réveillent plus tard, et ça, c'est très chouette. Mais je pense que le travail doit être fait dès la primaire. C'est là où les bases doivent être mises, que ce soit dans l'éducation, le sport, la santé, pour tout. Si on récupère des enfants qui ont 12 ans et qui sont déjà dans la difficulté physique, euh, voilà, c'est compliqué. Ça va devenir compliqué pour la suite, quoi. ouais, c'est clair, c'est clair. Tiens, petite question un peu ironique, mais qu'est-ce que tu penses de l'adage tout dans les muscles, rien dans la tête? Bon, oui, ça, non, je suis pas trop d'accord, mais bon, voilà, surtout à l'heure actuelle, là, je pense que c'est peut-être l'idée qu'on avait d'un sportif il y a quelques années, mais je pense que réellement, surtout à l'heure actuelle, on parle quand même de plus en plus de sport, c'est quand même de plus en plus médiatisé. Alors oui, on met peut-être des personnes en avant, on peut parler de foot si on veut, et c'est vrai on peut faire un raccourci qui n'est pas toujours très valorisant pour le sportif, mais à l'heure actuelle, avec le nombre d'études qui se mettent en place, le nombre d'études qui se développent sur le sport, etc., on voit quand même que les sportifs sont pas tous bêtes, quoi. Je pense que Ouais, on peut faire des études. Et d'ailleurs, en Belgique, je pense même qu'on doit faire des études en même temps que le sport, parce qu'il y a très peu de débouchés pour être sportif professionnel et en vivre toute sa vie. Et donc, on voit des sportifs, ben oui, qui étudient, qui font du sport et qui ont une vie à côté et qui font, voilà, vont pas juste à la salle et courir le week-end derrière un ballon ou autre. Et je pense que voilà, le fait d'avoir les médias derrière qui boostent ces sportifs-là et qui les mettent en avant, c'est ça qui peut permettre aussi de faire partir les stéréotypes, quoi. ouais. Et moi, peut-être pour contrer ce stéréotype-là, j'aime bien dire aussi que le talent, c'est bien, mais le talent sans travail n'est rien. Et qu'on parle de travail mental, qu'on parle de travail scolaire, mais aussi et surtout pour les sportifs, de travail de répétition du geste, de stratégie, d'analyse, de tout ce genre de choses. En fait, ce qu'on voit, c'est souvent la partie visible de l'iceberg. On se dit, ouais, ben, un sportif de haut niveau, il passe sa vie à faire son sport, il est en vacances, il attend les pieds au bord de la piscine, que les billets tombent. Non, non, non. C'est 90% d'entraînement et puis Oui. 10% de récupération. Oui, ça c'est clair. Mais je pense que pour l'instant, on voit vraiment, il y a quand même beaucoup de documentaires, etc., qui sortent. Pour l'instant, je ne peux pas dire les noms, mais sur des grandes enseignes médiatiques, Ah, où on tu peux peut dire les noms, t'inquiète, il n'y a pas de oui, souci. je pense par exemple à Netflix, par exemple, qui sort des documentaires qui sont quand même vraiment bien faits, qui donnent envie d'être regardés, même pour quelqu'un qui n'est pas sportif. Ouais, Et là, on peut voir un peu tout le travail qui est mis en place derrière, que ce soit par les sportifs, mais aussi tout le staff qui est souvent, qui accompagne les sportifs, parce que un sportif tout seul, bah, il y en a peu. Je pense qu'il faut un staff derrière qui permette, comme tu viens de le dire, d'avoir une préparation mentale, une préparation physique, une bonne alimentation et d'être suivi quotidiennement, parce que je pense que être sportif professionnel, bah, c'est quelque chose qui mentalement ne doit pas être facile tous les jours. ouais. Voilà, il faut être vraiment, je pense, mentalement déjà apte à pouvoir passer le cap. Et puis, sans être suivi, ça peut peut-être faire des dégâts par la suite quand tout se termine. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Après, la seule chose qui me dérange, tu vois, c'est que tous ces documentaires sont, même si, et notamment les grandes plateformes, aimeraient les destiner à être des documentaires mainstream,
ça reste souvent une action engagée de l'audience qui va regarder ces documentaires. C'est très rare. Moi, je regarde plus la télé depuis des années, mais c'est très rare qu'au journal télévisé, tu vois un reportage sur Jean-Pierre qui passe 90% de son temps à s'entraîner et que le résultat, c'est qu'il est aux portes d'une équipe nationale ou même qu'il ira aux Jeux Olympiques de Paris, par exemple. Souvent, ce qu'on te montre, c'est voilà, ça fait 10 ans qu'il s'entraîne et puis il va aller au JO. Ouais. Mais on ne nous dit pas ce que ça veut dire 10 ans qu'il s'entraîne. On ne nous dit pas toutes les fois il a échoué. On ne nous dit pas toutes les galères qu'il a rencontrées. Donc, voilà. J'aimerais, c'est un vœu pieux, hein, mais j'aimerais qu'on casse un petit peu tous ces stéréotypes-là en essayant d'évangéliser aussi la masse, pour ainsi dire. C'est ça, oui, bon, voilà. La masse, oui, pourtant, il y a beaucoup de personnes, et dans mon entourage, j'ai beaucoup d'anciens basketteurs qui sont passés sur du sport individuel. Et quand je vois le nombre d'entraînements qu'on s'inflige, oui, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel, je trouve. Voilà, quelqu'un qui va s'entraîner même déjà 5, 6, 10 heures par semaine, pour quelqu'un qui travaille, qui a une vie de famille, bon, voilà, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Et c'est vrai qu'on ne parle peut-être pas assez de ces sportifs amateurs, parce que ça reste amateur, et qui ne sont pas mis en avant par les grandes plateformes. Mais bon, voilà, après, tout est une question d'argent. Hein. Tout à fait. Écoute, on a bien digressé là sur le sport de manière générale, sur l'enseignement et l'éducation nationale et le sport. Revenons un peu à toi. Donc, basketteur, tu disais tout à l'heure, triathlète peut-être en devenir. Mais comment on passe du basket au triathlon? Bon, disclaimer, j'ai reçu Charlène Clavel sur ce podcast, qui est une ancienne basketteuse, et puis d'autres anciennes handballeuses. Donc voilà, il y a des ponts quand même. Mais pourquoi passer du basket au peut-être triathlon un jour? Le pourquoi, bon, il est assez simple chez moi. Donc, comme j'ai dit, j'ai joué jusqu'à 28 ans. J'ai eu pas mal de blessures au cours de ma carrière. Je me suis fait opérer 3 fois des ligaments croisés. Donc, à chaque mois, ça a été un gros stop pour moi. Et ligament croisé à droite, ligament croisé à... Salut, c'est Charlie d'Opentree et je me permets d'interrompre le podcast 30 petites secondes parce qu'Hermano et moi, on a besoin de votre aide. On a besoin d'un petit service qui vraiment va vous prendre littéralement quelques secondes, mais qui va faire une différence énorme pour nous permettre de faire grossir le podcast. Ce petit service, c'est juste de laisser un like sous cette vidéo en cliquant sur l'icône du pouce vers le haut. Et si possible, dans la foulée, de laisser un commentaire de quelques mots pour nous dire ce qui vous plaît le plus dans ce podcast. Ça, pour vous, c'est 30 secondes, mais pour nous, ça va nous permettre d'aller chercher de nouveaux éditeurs et de faire grossir l'audience du podcast Devenir Triathlète. Alors si ça vous plaît, je compte sur vous. Prenez ces 30 secondes et je vous remercie par avance. Allez, tout de suite, c'est parti. Je poursuis sur la suite de l'épisode. Gauche et le troisième, c'est quel ligament croisé? Oui, c'est 2 fois à droite, 1 fois à gauche et une petite 4e fois à petit ménisque en passant. Voilà. Et donc, il faut dire que plus jeune, j'avais quand même des attentes et des objectifs de pouvoir toucher, pas le très haut niveau parce que j'ai pas le physique pour. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire grand-chose, mais le travail paye toujours. Mais les blessures m'ont à chaque fois un peu stoppé dans mon avancée. Et au fur et à mesure de ma carrière, je mets des guillemets, de sportif basketteur, je me suis vraiment dirigé vers le coaching sportif. Et donc, à 28 ans, j'ai décidé de mettre ma carrière de joueur sur le côté pour pouvoir entraîner. Et là, par contre, j'ai pu réussir à atteindre mes objectifs que je m'étais fixé comme joueur, mais je les ai atteints comme entraîneur. Donc, j'ai coaché vraiment en senior de 28 ans cette année, jusqu'au mois de novembre, où j'ai démissionné. Je pourrais peut-être en revenir plus tard. Et où j'ai réussi à monter les échelons jusqu'en division 3 belge, qui reste amateur chez nous, contrairement en France, la N3 par exemple est déjà à très très bon niveau et presque semi-pro, voire professionnel. Et donc, cette année, les résultats n'ont pas suivi. J'ai décidé de démissionner après 7 matchs, ce qui était une bonne décision puisque l'équipe que je coachais s'est sauvée et donc voilà, ils ont fait le job. Donc ça a été un petit choc psychologique. Et le triathlon, je l'avais commencé l'année passée. J'ai fait 2, 3 S, voilà, juste parce que j'avais envie d'avoir des objectifs personnels. Donc j'avais mes objectifs d'équipe, avec de la pression, avec tout ce qu'il fallait au niveau sportif, mais c'est moi qui faisais faire du sport aux autres et c'est pas moi qui faisais du sport. Et j'ai quand même toujours ce besoin d'être acteur dans ce que je fais. Et de là, j'avais plus le temps en fait de faire du sport. Donc j'ai fait du CrossFit pendant 5 ans.
on peut dire CrossFit ou du HIIT Mais pendant oui, tu 5 peux ans. dire. Ouais. Je t'embêtais hein, sur l'histoire Ouais, des marques, mais tu peux dire toutes les marques que tu veux. il n'y a pas de souci. Et donc, pendant 5 ans, donc, c'était très bien, mais jamais fait de compétition. Donc, à un moment, je me dis, OK, c'est bien, je m'entraîne, je suis en forme physiquement, mais à quoi est-ce que ça me sert, quoi? Et donc, en discutant avec des collègues, on s'est dit un jour que je travaillais à la piscine. C'est dommage, on est quand même ici devant la piscine pendant 3 fois semaine. La piscine est libre les temps de midi et on n'en profite pas. Et donc, bah, c'est comme ça que ça a démarré. J'ai pris mon maillot, j'ai commencé à nager. C'était un sport que je ne maîtrisais pas spécialement. J'ai appris à nager à l'école et voilà, j'avais une technique de base, on va dire. Et ça a démarré comme ça et je me suis inscrit. Voilà, je me suis inscrit à mon premier triathlon en me disant, bah, dans 6 mois, mon objectif, c'est de faire un S en Belgique. Et puis, bah, j'ai été chercher un vélo et puis j'ai sorti mes baskets de course et puis voilà, je me suis entraîné. J'ai créé mon petit programme moi-même. J'ai été un peu voir, comme je disais, j'ai été beaucoup me renseigner via YouTube, via Internet, voilà, et j'ai trouvé ma petite mixture pour pouvoir m'entraîner, pour pouvoir faire ces premiers S. Et puis, bah, bon, je pense que j'ai été mordu. Et donc, à la fin de la première saison, je me suis inscrit pour des distances olympiques que je fais cette année, avec comme objectif personnel, ce serait de pouvoir faire un 70.3 l'année prochaine. Donc, Wow. c'est vraiment l'objectif, des objectifs personnels, quoi. Voilà, c'est simplement ça. Ouais. Me dire, je suis capable de le faire. Et est-ce que l'objectif, c'est uniquement de finir ou est-ce que tu as des objectifs un petit peu plus compétitifs qui pourraient être se fixer un chrono, se fixer un classement, ce genre de choses? Alors, je vais être très transparent. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est de finir parce que je n'ai pas un niveau, je n'ai pas un assez bon niveau qui me permette de viser un chrono. Si, un chrono personnel, vraiment, Mhm. mais dans la masse, ben, je suis, comme on disait tout à l'heure, je suis dans la moyenne. Donc, voilà, mon but, c'est vraiment de pouvoir avancer sur plutôt les longues distances. On va dire que c'est pour être on commence quand même dans les longues distances et pouvoir tenir sur la distance et sur l'endurance plutôt que sur une performance. Voilà, ici, je remarque bien que les courtes distances, ben, physiquement, c'est quand même intense et qu'il faut un entraînement très spécifique pour ça. Et je pense qu'avec l'âge, je me dirige plutôt vers des distances un petit peu plus longues où je vais pouvoir peut-être utiliser plus mon mental. C'est quelque chose que je recherche en fait. Pour l'instant, c'est vraiment le défi mental, physique mais mental en même temps. Bon, après avoir fait quelques années de basket, l'explosivité, l'intensif, c'est quelque chose que tu connais. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai commencé par des S. Voilà, c'était au niveau de l'entraînement, je pouvais quand même faire des ponts. Clairement, Mhm. avec de l'intervalle et des choses comme ça, ce sont des efforts qu'on connaît au basket. D'ailleurs, au basket, on est tout le temps dans la résistance, Bien sûr. très rarement dans l'endurance, quoi. Ouais, est-ce que, du coup, ce fait de devenir triathlète, t'a permis de découvrir d'autres choses, que ce soit sur l'entraînement, alors l'entraînement de manière, spécifique pour le triathlon, mais aussi peut-être, l'entraînement de manière plus généralisée, éventuellement, sur des exercices, des choses que tu as pu découvrir ou redécouvrir que tu pourrais appliquer pour des entraînements de basket, si ça devait être le cas? Oui, bah, oui, mais c'est clairement le cas, puisque en effet, j'ai ouvert les livres et je me suis vraiment plongé dans ce qu'était le sport d'endurance et comment entraîner un sportif d'endurance pour pouvoir le transférer sur moi-même. Et j'ai gardé toute cette partie explosivité, renforcement physique, force, etc. du basket et je fais un peu un mix de tout. Et donc, ça m'a vraiment permis vraiment d'ouvrir les yeux sur notamment tout ce qui était les zones d'entraînement qu'on n'utilise pas au basket, pas du tout. Bah non, parce que vous êtes Euh, toujours dans l'intensif, en fait. voilà. Mais par contre, pareil dans la programmation de l'entraînement, où on n'a pas du tout les mêmes saisons. Nous, on a des saisons qui sont coupées en deux parties, je vais dire, jusque janvier. Puis il y a une trêve et puis une deuxième partie. Et tout ce qui est cette programmation d'entraînement très minutieuse, je pense, dans le sport d'endurance, il était peut-être un petit peu moins dans le sport collectif, parce qu'il faut quand même gérer les égos, il faut gérer la préparation physique individuelle, mais surtout le groupe. Et nous, Mmh. notre objectif en tant que coach, ben, c'est de gérer le groupe et que le groupe avance ensemble, en mettant peut-être un peu de côté parfois cet aspect individuel. Et je pense que ça m'a fait prendre conscience que, notamment ici dans la préparation générale, parce que pour l'instant, les basketteurs ne sont pas en période de compétition, donc ils se préparent chacun de leur côté. Ben, ça m'a permis notamment de créer des programmes individualisés pour chaque joueur.
Voilà, et ça, Ouais. c'est un plus. Parce qu'en effet, le grand garçon ou le grand joueur de 2,5 m qui pèse 105 kilos n'a pas la même motricité, n'a pas les mêmes zones cardiaques que mon gars d'1,90 m ou 1,80 m, 90, 90, qui est beaucoup plus explosif et qui joue à un autre poste. Voilà. Et donc ça m'a permis vraiment d'ouvrir les yeux par rapport à ça et de pouvoir individualiser beaucoup plus l'entraînement. Ouais, et puis, il y a une chose toute bête aussi, mais à laquelle on pense pas forcément, mais la différence entre ce sport individuel qu'est le basket et le triathlon, c'est aussi les conditions climatiques dans lesquelles tu t'entraînes. En basket, finalement, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tu es dans une salle, sur un parquet, Ça. climatisé ou chauffé. En gros, toute l'année, tu as les mêmes conditions d'entraînement. Tu fais du triathlon, c'est pas la même. Non, j'en ai fait les frais au dernier triathlon d'ailleurs. J'étais pas préparé à la température de 13 degrés 2 juin et ça a été un peu compliqué. Ouais, bah, c'est vrai que cette année, en plus, on mange hein, partout. Hein. Moi, je suis dans le sud-ouest de la France, punaise. Oui, là, aujourd'hui, ça va, il fait bon. Cette semaine, ça va. Je pense que l'été est parti, mais ça a été très compliqué, oui, jusqu'ici. Et pour les triathlètes et tous ceux qui s'entraînent dehors, c'est pas l'idéal, quoi. Ouais, ouais. Tu as lancé plusieurs activités relativement au coaching, que ce soit du coaching de basket ou autre. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Enfin, pourquoi aussi avoir lancé toutes ces activités? Pourquoi avoir démissionné de ton poste d'entraîneur en National 3, enfin, en troisième division, pardon. Enfin, raconte-nous un petit peu toute cette histoire qui tourne autour de ton activité professionnelle. Donc, la première activité dans laquelle je suis appliqué, ça s'appelle Game Time Activity. Et c'est une société de camp, en fait, de stage de basketball. C'est du bootcamp. Oui, vraiment des camps de basketball. On prend les enfants une semaine et c'est du spécifique pendant une semaine. Voilà, on est vraiment là-dedans. Et donc, je suis rentré dans cette société-là en 2018. Elle existe depuis 2014 et moi, j'y travaillais comme entraîneur. Et au fur et à mesure du temps, ce sont des amis qui étaient à la tête de la société, mais ils m'ont proposé de rentrer dans le staff et j'ai accepté parce que c'est vraiment parce que c'est ma vie, voilà, le sport, et que l'enseignement c'est une chose, j'adore, et que j'avais envie de plus, voilà, comme j'ai toujours envie de plus, de Ouais, mettre mais les ça, choses c'est en normal, c'est place. parce que on en parlait aussi avec Valtress, les profs de sport, vous avez tout votre temps. Enfin, vous êtes prof, donc vous bossez jamais. On fait rien, C'est ironique. on fait, Encore une on fois, fait c'est ça, ironique. Je ne suis on pas un fait jamais vulgaire, rien. c'est ironique. J'ai bien compris, mais c'est l'idée qu'on se fait du professeur d'éducation physique. Mais bon, voilà, c'est comme ça et on l'assume. Je pense qu'on en joue aussi, ça fait partie du jeu. Et donc voilà, pour revenir sur Game Time Activity, vraiment la chose qui est le plus incroyable, c'est qu'en fait, on met en place des stages de basketball aux États-Unis. Et là, on part 2 fois par an avec un groupe de 80 à 100 ados, parce que c'est de 12 à 21 ans. Et alors, on part soit à Orlando, soit à Los Angeles. Et là, on va vraiment à la découverte, je veux dire, des États-Unis, mais surtout du basketball, parce que Ouais. voilà, le basket, c'est les États-Unis. Et Faut que tu mettes en ça vend relation du avec, rêve. faut que tu mettes en relation avec euh, Mélissa Micaletto, qui est ancienne basketteuse pro française et D'accord? qui, elle aussi, organise maintenant des camps, des stages d'entraînement. Ils sont partis pour la première fois cette année avec, beaucoup moins que vous, hein, je crois, 5-6 jeunes aux États-Unis pour leur faire découvrir ça. Faut que je te mette en relation avec elle si tu veux. Je pense Avec qu'il y a pas plaisir. mal de ponts à créer. Et puis, voilà, ce sera l'occasion de faire des rencontres internationales, même si la Belgique c'est presque la France ou la France, c'est presque la Belgique, ça reste Oui, oui. deux pays étrangers. Oui, oui, c'est sûr. Mais oui, oui, on est toujours ouvert à découvrir de nouvelles personnes. Mais je pense que ça se fait beaucoup en France. Il y a beaucoup de camps comme ça qui se mettent en place. Et comme je dis, les moyens et les infrastructures le permettent un peu plus que chez nous. Donc voilà, nous, ça devient presque une activité à temps plein parce que voilà, on travaille tous les jours sur ces projets et on met en place les prochaines vacances avec des grands guillemets parce que c'est quelque chose d'incroyable et les enfants en retirent des souvenirs éternels. Ils se font des amis pour la vie presque. C'est vraiment, Ouais. c'est quelque chose d'incroyable, oui.
Est-ce que vous avez déjà réussi, depuis que ça existe, à créer des vocations, que ce soit des vocations dans le sport, que ce soit des sportifs de haut niveau, que ce soit même des vocations scolaires ou des vocations de vie, enfin, faire découvrir les États-Unis à des jeunes de 12-13 ans en 2014, donc il y a 10 ans, bah maintenant ils ont un peu plus de 20 ans. Est-ce qu'il y en a qui sont partis étudier aux États-Unis ou qui ont fait des sports-études aux États-Unis, par exemple? Oui, oui, exactement. Il y en a qui sont partis à l'université aux États-Unis suite à ce voyage-là. Il y en a d'autres qui maintenant viennent chez nous comme moniteurs, donc qui ont participé en tant que stagiaires et qui maintenant arrivent comme coach et comme moniteur. Donc oui, il y en a certainement beaucoup maintenant. Je ne pourrais pas tous les citer parce on a vraiment beaucoup de monde qui passe. Mais en tout cas, tous ceux qui reviennent vers nous par la suite, ben, c'est toujours un plaisir de les recevoir et d'essayer de les intégrer dans nos projets. Parce que c'est souvent des passionnés. Voilà, comme dans tout, dans le sport, je pense qu'il faut être passionné pour être sportif, et peu importe le sport qu'on fait, quoi. Et donc, Ouais. c'est toujours un plaisir d'avoir ces anciens joueurs et ces anciens jeunes qui reviennent vers nous en nous disant merci ou nous envoient une photo en étant aux États-Unis. Voilà, ça c'est toujours exceptionnel. Et pour l'instant, on a un jeune qu'on a eu peu, mais qu'on a eu qui va participer à la draft NBA, AJ Mitchell, qui va participer bientôt à cette draft. J'espère pour lui qu'il sera sélectionné. Waouh, nickel. Bah, écoute, on suivra ça, on suivra ça. Donc ça, c'était la première activité, Game Time C'est ça. Activity. Oui. Et puis, parce que tu t'arrêtes pas là, tu es un peu hyperactif. Oui, bon, voilà. Et puis, comme on va revenir sur mon épisode de démission de cette année, donc bon, j'étais à la tête de l'équipe, et malheureusement, les résultats n'ont pas suivi, et comme dans le sport, enfin pas comme dans le À sport, la tête de dans quelle le équipe sport de de collège? basketball en Division 3. Ok. Et après cette match, malheureusement, on n'avait pas une seule victoire. Et donc, j'ai pris la décision de stopper, quoi. Voilà, et de démissionner pour donner un coup de boost à l'équipe et qu'ils puissent rebondir. Bon, et ça s'est bien déroulé pour eux, ils ont réussi à se maintenir. Et donc, j'avais un projet quand même depuis plusieurs années qui était plutôt un projet sport-santé. Et comme on disait tout à l'heure, en voyant la sédentarité qui augmente, cet objectif de pouvoir sortir les gens de cette sédentarité en les aidant. Parce que je pense que on voit tellement de choses sur les réseaux sociaux, on peut penser que demain on est sportif, quoi. On va voir tout ce qui se passe, on fait les exercices, mais au final, c'est qu'une petite bride de ce qu'on doit faire. Et les gens ont besoin d'être accompagnés dans leur éducation sportive, qu'ils soient jeunes, moins jeunes. Et donc, j'avais cette envie de créer une plateforme sportive et donc, j'ai pu la développer parce que j'ai eu du temps, plus de coaching au basket. Et donc, pendant 6 mois, j'ai développé ça avec une collègue et on a lancé l'activité en janvier. On a commencé en janvier et officiellement ici, il y a 2 mois. Et donc là, on accompagne, pour l'instant, on a 7-8 sportifs, athlètes, on peut les appeler comme ça, et on accompagne nos sportifs vers leurs objectifs qui sont, qui peuvent être tout simplement une reprise sportive. Et j'ai notamment un garçon qui se lance dans le triathlon, donc j'essaye de l'accompagner pour qu'il puisse effectuer son premier triathlon bientôt d'ailleurs. Bon, attention, hein, parce que les jeunes, ils progressent autrement plus vite que nous. Donc, pour l'instant, tu l'accompagnes, mais ça se trouve, c'est un de ces quatre, c'est lui qui te tiendra le Ah, déambulateur. mais ce sera avec plaisir. Euh, du coup, tes objectifs en termes de triathlon, tu as dit que tu te prépares pour des 70.3, donc des Half Ironman. Est-ce que tu as d'autres objectifs en tête? Enfin, qu'est-ce qui te fait vibrer dans le triathlon? Mais c'est vraiment le dépassement de soi à chaque fois. Et je pense que ça a été dit et redit, mais j'y trouve vraiment, c'est vraiment l'entraînement qui me plaît. Et le fait de planifier mon entraînement, de savoir ce que je dois faire, quand, etc., et de voir que le corps, en fait, c'est une machine. Et si on respecte ce qu'on doit faire à tel moment, on arrive au pic de forme, ou on essaye en tout cas d'arriver au pic de forme pour la compétition, puis après on doit être en récupération, etc. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve fabuleux. Je pense que parfois on sous-estime le corps humain, et quand on voit ce qu'on est capable de faire, alors ici je suis sur courte distance, j'espère pour passer sur longue et pousser encore cette machine un peu plus loin. Et c'est surtout ça qui me fascine. C'est vraiment l'aspect physiologique et voir un peu comment le corps réagit, les transformations physiques et les transformations mentales, parce que je pense que depuis que je fais du triathlon et une pratique sportive quotidienne, au niveau mental, la vie est beaucoup plus facile aussi. On relativise parfois certaines choses parce qu'on est tout le temps dans l'adversité en train d'essayer de se dépasser.
Et c'est ça qui me plaît en fait. Écoute, je pense que ce sont de bonnes excuses. Oui, mais c'est ça que j'essaye d'enseigner aussi à mes athlètes et surtout à mes élèves, parce que je pense que ça doit s'acquérir très jeune. Euh, Quel pont tu peux faire entre tes deux, voire tes trois activités, prof de sport, Game Time Activity, donc là vous organisez des camps d'entraînement pour des jeunes basketteurs, avec ton autre activité Be Your Sport, où justement ton objectif c'est de mettre ou de remettre des gens au sport, en tout cas de les faire se bouger, un peu ce qu'on appelle l'activité physique adaptée, enfin activité physique pour tous en C'est ça. France. Et puis ta pratique du triathlon, voire ta pratique, tes anciennes activités d'entraîneur de l'équipe de 3e division. Quel pont tu fais avec le nouveau Nicolas André, le triathlète? Mais j'aborde un peu ça comme de l'entrepreneuriat en fait. Donc dans ma vie, c'est vraiment ça. En tout cas pour l'instant, c'était pas le cas plus jeune. Et là, ça fait maintenant, je vais dire, petite dizaine d'années depuis que je suis rentré dans justement chez Game Time Activity où je vois les choses comme un projet. Et il faut arriver au bout de ce projet et mettre des choses en place pour y arriver, comme l'ouverture d'une société, ce que je viens de faire. Et donc, ça permet de se mettre des sous-objectifs, et puis des objectifs qu'on arrive à pallier. On en veut toujours plus, naturellement. Et c'est vraiment ça, de pouvoir entreprendre et ne pas se donner de limites. Parce que je pense que quand on est jeune, et moi c'était le cas, ben, je me mettais un peu des limites. J'étais professeur d'éducation physique, cadenassé dans mon travail, que j'adore. Mais j'avais du mal à me projeter en me disant, bah non, je peux pas être entrepreneur. Enfin, j'ai pas fait une autre école de commerce. Je sais pas comment ça fonctionne. Et au final, il n'y a pas de porte. Les portes sont ouvertes. Il suffit de les ouvrir et de passer derrière et d'aller se renseigner. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé le triathlon, en lisant et en allant voir sur YouTube. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon activité également, en allant trouver un comptable et en demandant comment ça fonctionnait d'ouvrir une société. Et c'est vraiment ça. Je le fais vraiment maintenant. Ma vie, c'est vraiment entreprendre et pouvoir ne pas me fermer de porte. Voilà. Si demain j'ai envie d'essayer quelque chose d'autre, je pense que je le ferai voilà, sans me mettre de barrière, quoi. Ouais, finalement, c'est un esprit très sportif. Je prends l'exemple du triathlon. Il y a une course à l'échalote énorme en ce moment sur le matériel, sur les techniques d'entraînement, sur la nutrition, sur l'alimentation de manière générale et notamment l'alimentation spécifique pendant l'effort, que ce soit à Ouais. l'entraînement ou en compétition. Finalement, les triathlètes, qui ont toujours été assez innovateurs, finalement, s'interdisent rien. Ils essayent des nouveaux vélos, ils essayent du nouveau matériel, ils essayent de faire monter le nombre de grammes de glucides par heure dans leur nutrition. Enfin, voilà, c'est très sportif. Et je ne connais pas beaucoup de sportifs qui, justement, se contentent de leur précaré, de rester dans leur zone de confort, et qui, au contraire, comme on dit en anglais, think out of the box. C'est ça, oui, mais c'est clairement ça. Mais je pense que c'est quand même beaucoup plus développé chez les sportifs qui font du sport individuel. Oui. J'ai l'impression, en tout cas. Le sportif qui fait du sport d'équipe, il recherche la performance et tout ce qu'on a discuté, mais également je peux parler du niveau amateur, l'aspect social. Voilà, et en amateur, il y a aussi surtout tout ce qui va avec les troisièmes mi-temps, etc. Je pense que Non, non, on a dit qu'on ne foutait pas en l'air l'heure ou les 2 heures d'entraînement avec des chips ou autre. voilà, mais je pense que ça fait partie de la vie et c'est très bien. Voilà, ça fait partie de la vie sociale. Mais je pense que c'est beaucoup plus présent en effet les sports collectifs. Ça doit exister aussi également dans les sports individuels. Mais bon, quand j'ai fini mon entraînement, je suis tout seul. Je ne vais pas fêter mon entraînement tout seul. Donc voilà. Mais est-ce que ça, ce serait pas aussi dû au fait que bah, tu es tout seul? Si tu avais rejoint un club, ce serait peut-être différent. Oui, mais oui, je ne sais pas répondre parce que je ne l'ai pas fait. Donc je ne sais pas y répondre et je ne l'ai pas fait parce que j'ai malheureusement pas le temps pour me mettre dans un club. Donc j'ai pris des informations à gauche, à droite et j'essaye de m'entraîner actuellement tout seul. Mais je pense que je vais devoir à un moment ou l'autre passer par un club, ne fût-ce qu'un club de natation pour améliorer ma technique. Ou alors un petit club de cyclisme histoire de rouler, ne pas rouler tout le temps tout seul parce que c'est pas toujours amusant et ça fera partie du processus, je pense, oui.
Bon, si tu veux, j'ai quelques copains gros rouleurs qui sont au Luxembourg, mais tu vois, ça peut te faire une petite trotte entre Liège et Luxembourg. Il y a quoi, 150 bornes? Oh oui, oui, il y a au moins 150, oui. Bon, tu fais 150 à l'aller un jour et Et je tu dors reviendrai. chez les potes et puis tu reviens le lendemain. Oui, oui, oui. Ça, on peut faire. Par contre, l'aller-retour, c'est pas pour tout de suite. Quand tu prépareras l'Ironman, tu verras. Ouais. Le vélo, c'est vrai que enfin, c'est la seule, enfin, une des seules disciplines où tu fais de la surdistance. Parce que même en natation, ok, tu fais des séances parfois de 4, 5, 6 000 pour de la prépa, même de l'Ironman, mais finalement, c'est très rare que tu fasses du au-delà de la distance que tu vas faire en compétition. Si on part sur du distance olympique, c'est très rare qu'à l'entraînement, tu fasses des séances de plus de 1500 mètres, tu vois. Or, en vélo, il n'est pas rare, même si tu fais du distance olympique, même si tu fais de l'Ironman, que tu fasses de la surdistance et que tu ailles plus loin que les distances que tu vas réaliser en compétition. Donc, écoute, 150 bornes, 200 bornes de vélo, aller-retour 300 bornes sur la journée ou sur 2 jours, ça se fait. Hein. Oui, bah, pour la petite histoire, je viens de faire mon premier 100 km il y a quelques temps, donc c'est un de mes objectifs. Il est réalisé, donc peut-être 150 bandes, ça peut le faire dans quelques mois. Écoute, on en reparlera. On en Oui, reparlera. c'est ça. Nicolas, merci. C'était super, tous ces sujets qu'on a abordés. Est-ce que tu avais d'autres points que tu voulais aborder qu'on n'avait pas vus? Bon, non, pas spécialement. C'était très bien, très chouette. On a fait un bon tour. Oui, oui. J'ai encore 2 séries de questions. La première, elle est toute simple. Le podcast s'appelle Devenir triathlète. Toi qui es un presque plus néo-triathlète, à ton avis, comment on fait pour devenir triathlète? Eh ben, ne pas se mettre de barrière. Voilà. Si celui qui a envie d'essayer, ben, qu'il y aille. Il n'y a pas besoin d'avoir un vélo à 10 000 euros. J'ai commencé avec un vélo de chez Decathlon, de mon papa qui a 30 ans. Donc voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir les dernières chaussures carbone. Et bon, voilà. Donc je pense que il suffit de mettre les baskets, sortir le vélo et puis se lancer. Voilà. Simplement pouvoir y aller et puis c'est parti, quoi. Ouais, je dirais même, je compléterais, je dirais qu'il faut surtout pas les dernières chaussures Oui, oui, carbone. avec une lame carbone, parce que C'est ça, ça. c'est du matos qu'il faut savoir maîtriser. Et Oui, quand on n'est oui. pas coureur à la base, bon courage pour les blessures. C'est ça, oui. Oui, mais bon, maintenant, vu la publicité, etc., ben, on peut croire que c'est la basket de Monsieur Tout-le-Monde, mais bon, c'est pas le cas. Tu sais, moi, ça me rappelle quand j'étais gamin, et je pense que tous les gamins ont fait ça un jour, où tu reçois tes nouvelles baskets et tu dis, ouais, je vais courir encore plus vite parce que j'ai de nouvelles baskets. Non, non, c'est pas les baskets qui font courir plus vite, c'est le bonhomme, C'est ça, c'est l'entraînement, comme on disait. le travail. C'est ça. Nicolas, j'ai une deuxième série de questions, c'est les questions rapides. Alors, dis-moi si tu peux pas y répondre, parce que c'est vrai que ça fait pas longtemps que tu es dans le triathlon, mais l'idée, c'est de pas réfléchir. Donc, sors les idées qui te viennent. Quel est ton meilleur chrono sur une compétition? Ah, ben, c'était 1h30 sur S. Euh, Quelle est ton épreuve préférée? Bon, sachant que tu en as fait 2, donc ça va être vite fait. Mon épreuve par rapport à En quoi? triathlon. Ouais, Ah, en au niveau de triathlon. la distance? Bah, peu importe, mais enfin Sinon, c'est au niveau c'est distance olympique pour l'instant, mon préféré. Ok, et quelle épreuve en particulier, quel lieu? J'ai fait l'open lake du lac de l'Odeur, qui était vraiment bien. Et je sais que ce week-end, il y a eu l'Open Lake Champagne. Ok. En Champagne, je sais, oui. Ça, c'était vraiment bien. Tiens, d'ailleurs, en parlant des courses qui m'ont marqué, en Belgique, il y a Eupen, qui est Oui. côté flamand pour le coup, mais très belle épreuve, dure. En plus, moi, je l'ai faite, j'avais oublié ma trifonction, donc je l'ai fait à l'ancienne en maillot de bain, Ah oui. quand il faisait 12 degrés. Je peux te dire que ça rafraîchit, Ah oui. mais l'épreuve est magnifique. Ah oui, ben j'ai jamais. Voilà. Et ça se passe quand? Comme ça, je peux regarder C'est pour au les mois d'août. inscriptions. Au mois C'est d'août, au mois ouais, c'est d'août. parfait. Mais par contre, Eupen, c'est du côté germanique. Donc, c'est l'autre partie. Ah, ok. Bah, écoute, je pensais que c'était du côté flamand pour le coup, mais non. Non, c'est du côté wallon, mais du côté Allemagne. Ok. Eh ben, écoute, mais c'est vrai que c'était long depuis Luxembourg pour y aller. Oui. La course de triathlon mythique pour toi? Ben, moi qui découvre, je dirais que c'est Nice. Voilà. Ça a l'air vraiment incroyable, simplement. Je confirme, je confirme. Très, très belle épreuve. Et puis, effectivement, d'autant plus mythique que maintenant, c'est une année sur deux le support des championnats du monde. C'est ça, oui. Donc, voilà. Et puis, Même Ironman a reconnu que c'était une épreuve mythique. et puis ça reste, je vais dire, pour nous, Belges ou Français, ça, dans la tête, c'est accessible au Oui. niveau distance. Voilà. Quand on parle Oui, c'est d'Hawaï, sûr bon, que c'est autre chose que d'aller à Hawaï, quoi. c'est ça.
Donc ça reste on peut se dire, bon, peut-être qu'un jour, qui sait, je pourrais participer à cette épreuve. C'est clair. Bah, tu sais, pour l'Ironman justement, pour l'Ironman de Nice, pas celui support des championnats du monde, mais Oui, l'Ironman de Nice qui a lieu au mois de juin, t'as pas de qualification. Donc, en fait, effectivement, c'est l'idée, sur inscription. c'est d'y aller et puis d'arriver au bout. Mais t'as pas d'autres difficultés pour l'atteindre, contrairement aux championnats du monde et en particulier Hawaï ou Nice une année sur deux. Pour les hommes et pour les femmes, bah, là où il faut se qualifier, il faut faire partie des meilleurs de sa catégorie d'âge. Là, c'est open, tu y vas quand tu veux, quoi. Oui. Yes, oui. Bon, peut-être qu'un jour je m'inscrirai. Et puis, est-ce que tu connais du monde, est-ce qu'il y a des personnalités qui t'ont marqué dans le triathlon? Alors, personnellement, pas de personnalité, mais par contre, des personnes que je côtoie et qui font du triathlon depuis plusieurs années. C'est un peu eux qui m'ont motivé, quoi. Je vais un peu voir ce qu'ils font via Strava, etc. Ils sont pas pros, pas du tout, mais ils font des semi-Ironman, ils font des Ironman et ça me permet de moi aller me booster un petit peu et voir un peu comment ils s'entraînent. Et voilà. Au niveau personnalité, non, pas encore. Peut-être en France, j'ai regardé les derniers championnats, j'ai oublié le nom, mais avec Cassandre Beaugrand au niveau féminine, qui m'a impressionné sur sa dernière course. C'était quand même incroyable. Mais voilà, sans plus pour l'instant. Parce que justement, la dernière question, c'était quelle est la personnalité pour toi qui incarne le triathlon? Et tu n'es pas obligé, justement, de dire des personnalités très connues. Tu peux nous donner les noms de celles et ceux qui t'inspirent à ton échelle. Eh ben alors, je dirais Damien et Arnaud, ils se reconnaîtront. Ça marche. Bon, bah, Damien, Arnaud, si vous écoutez cet épisode de podcast, et j'espère que vous l'écouterez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit message, que ce soit sur la vidéo YouTube ou sur les épisodes du podcast. Oui, on leur enverra. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Nicolas. Je te souhaite une bonne continuation, plein de bonnes choses, bah, que ce soit pour continuer l'éducation sportive de tes jeunes élèves et puis dans tous tes autres projets. Voilà, croise les doigts. Merci à toi. Merci à toi. C'était vraiment chouette comme échange. Super. Merci beaucoup, Nicolas. À bientôt. Merci d'être arrivé avec nous au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir à la regarder qu'on en a pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, si vous avez appris quelque chose ou que ça vous a ouvert de nouvelles perspectives sur votre pratique du triathlon et du sport d'endurance, j'ai un seul truc à vous demander. Laissez un petit like sous cette vidéo et un petit commentaire pour nous dire ce qui vous a plu. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines, alors vous avez juste à vous abonner à la chaîne et vous serez notifié des prochaines vidéos. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!